Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment, qui est juste un peu une analyse, enfin une résolution d'exo de chimie. Ici je vais en parler pour raconter des trucs un peu sympas. Si la voix est chelou, c'est parce que je suis malade, donc je tiens à m'excuser. Mais j'ai quand même envie de tourner ça maintenant. Si jamais vous voulez plus de détails, vous aurez ça dans le journal de bord de la fin de la semaine, pardon. Aujourd'hui, je réponds juste de base à une question qu'on m'avait posée en commentaire sur une vieille vidéo que j'ai postée où je racontais un peu la deal salaire, comment ça marche. Et on m'a dit, j'ai pas très bien compris comment je trouvais le produit de régiosélectivité et de stéréosélectivité. Et en fait, c'est potentiellement normal parce que j'expliquais peut-être moins bien à l'époque aussi. C'est un peu bête, hein, mais depuis que je suis en agrég, on m'a un peu appris à enseigner les trucs. Et donc aujourd'hui, je voulais d'abord juste clarifier ça rapidement. Finalement, j'ai testé de faire un petit peu plus, de refaire un point complet sur comment est-ce qu'on détermine eh bien, un produit lors d'une Diels-Alder, donc lorsqu'on a des cas de régiosélectivité et de stéréosélectivité. Et en même temps, c'est l'occasion de parler un peu de contrôle cinétique et de contrôle thermodynamique, puisque ce sont deux notions qui sont vues par les étudiants, mais en fait, je trouve vues pas suffisamment bien souvent. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel les étudiants sont en général assez fragiles. Et je pense qu'il manque en fait beaucoup un cas d'application concret pour voir un peu comment ça marche. En tout cas, je trouve que c'est un truc qui est. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas souvent proposé. Et je sais que moi, ça m'avait posé des problèmes pour comprendre un peu ce que c'était. Et donc, l'objectif ici, c'est de comprendre tout ça. Donc dans un premier temps, je vais positionner un peu ce problème, position du problème. Donc comme on a pu le voir, on va s'intéresser ici à une réaction de Diels-Alder, donc composée justement entre ces deux composés-là. Alors bon, je connais pas leur nom, hein, mais c'est des composés assez classiques. L'idée, c'est que, bon, je rappelle, hein, peut-être rapidement pour une Diels-Alder, rappel, mais du coup une Diels-Alder, c'est une réaction péricyclique qui a lieu entre deux espèces. Une espèce qui est donc eh bien, tout simplement alors ce qu'on va appeler un diénophile. Mais bon, pour ça, il faut avant tout que j'introduise le diène. On appelle ça un diène parce qu'il y a deux fois deux doubles liaisons. Donc on a une sorte de dialcène en fait, donc un diène. Et si on lui met à côté d'un autre alcène, qu'on va appeler un diénophile, en fait les deux vont réagir. Alors en général, on écrit ces flèches-là, et on obtient une réaction qui est renversable, et qui ressemble à ça. Donc on obtient du coup ce produit-là. Donc cette réaction, hein, j'insiste, est bien renversable. Ce qu'on sait, c'est que température où on fait des réactions habituelles, typiquement température ambiante et un peu plus chaud, la réaction est déplacée dans le sens de formation du monocycle. Mais lorsqu'on chauffe, on déplace la réaction dans l'autre sens, puisque ce sens-là est exothermique, et le sens qui crée deux espèces est endothermique. Donc on a moyen de jouer un peu sur quel produit on forme avec la température. Bon bref. Ok. Évidemment, donc il y a des moments où c'est assez simple de faire des Diels-Alder, lorsqu'on a des composés qui sont comme ceci, c'est-à-dire qui ne présentent aucun... enfin, qui vont en fait mener à aucune régio ou stérosélectivité. Mais à des moments, ça peut être un peu plus compliqué. Et typiquement, l'exemple que j'ai pris là-haut fait partie des exemples les plus durs, puisqu'en fait, on peut obtenir plein de produits. Évidemment, on va pouvoir obtenir donc, la réaction qu'on va écrire, ça va être celle-ci, plus donc, le diénophile et le diène. Ok, on va écrire les flèches. Sauf qu'en fait, on peut obtenir plein de produits, donc je vais essayer de... je ne sais pas si je vais tous les présenter, mais je vais essayer d'en présenter pas mal. On peut obtenir, évidemment je me trompe direct, ce composé-là. Ok, et j'ai pas mis la stérosélectivité, donc je vais mettre la stérosélectivité comme ça. On peut obtenir évidemment l'énantiomère de celui-là. Hop. On peut obtenir éventuellement des diastéréoisomères de ces deux-là. Alors je vais représenter qu'un seul des deux énantiomères. Hop, par exemple celui où j'ai le méthyle vers l'avant et l'aldéhyde vers le fond. Évidemment, j'ai oublié de le mettre vers le fond, donc plus énantiomère. Mais là, j'ai représenté que les 4 stéréoisomères pour un régioisomère en particulier, puisqu'on peut aussi obtenir donc, les autres régioisomères, cette fois-ci où les deux oxygènes ne sont pas l'un à côté de l'autre. On peut aussi obtenir celui-là. Alors, je vais le mettre devant, cette fois-ci. Hop. Et puis, évidemment, on peut obtenir donc, là, du coup, plus l'énantiomère, hein. Et puis, donc, un diastéréoisomère de celui-là. Plus l'énantiomère. Donc on voit qu'en tout, ça fait a priori 8 produits, et ça peut être intéressant de pouvoir un peu essayer de prédire quel produit on va obtenir, de comprendre pourquoi on l'obtient, pour être ensuite capable de le déterminer. Ça va être l'objectif. Et donc pour ça, on va avoir besoin d'abord de faire une distinction entre le contrôle cinétique et le contrôle thermodynamique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire un contrôle cinétique? Qu'est-ce que ça veut dire un contrôle thermo? Moi, j'ai eu du mal à comprendre pendant longtemps, parce qu'en fait, on disait simplement, on se passe au contrôle cinétique, on se passe au contrôle thermo, et puis boum, on avait un résultat. Évidemment, c'est pas magique, et il n'y a pas un bouton sur votre ballon qui vous permet de passer en mode cinétique ou en mode thermo. Ce qui se passe, c'est que pour un jeu de conditions données, on observe qu'en fait, le produit favorisé par la thermo n'est pas forcément tout le temps le produit favorisé par la cinétique. Et pour un jeu de conditions données, donc une certaine température, une certaine concentration initiale, des certaines pressions, et ben on va plutôt obtenir soit un composé thermo, soit le composé cinétique. Également, ça va dépendre du temps de réaction. La position du problème, globalement, c'est qu'on a un produit A qui peut évoluer naturellement vers un produit B et naturellement vers un produit C. C'est très important que cette évolution puisse être renversable, de vers B et renversable vers C. Donc j'insiste, pour qu'il y ait une notion de contrôle thermo et de contrôle cinétique, il faut qu'il y ait renversabilité. Donc je note la renversabilité n'est pas en action. Renversabilité. Pour la simple et bonne raison que si jamais si vos réactions ne sont pas renversables, en fait, vous allez former B, puis vous allez vous arrêter à B. Donc on voit qu'on ne peut jamais atteindre le produit thermo dans ce cas-là. Donc en général, comment est-ce qu'on définit ça? On dit simplement que C est plus stable que B. Donc ça se traduit par l'énergie de C va être plus stable que l'énergie de B. Donc C plus inférieur à E de B. Ça inclut donc que C, c'est le produit thermo. Et pour connaître le produit cinétique, il faut s'intéresser à la justement constante de vitesse de la réaction. Donc si j'appelle celle-là KB et si j'appelle celle-là KC, et bien si KB est plus grand que KC, alors B, ça va être le produit cinétique. On voit donc en fait, on s'intéresse pour obtenir le produit cinétique uniquement aux constantes de vitesse et le produit thermo uniquement à l'énergie finalement de notre composé. Et donc pas du tout en fait à comment est-ce qu'on l'obtient. Alors c'est possible de faire des rapports en montrant qu'en fait ça va être égal au rapport de KC sur KC-1 parce qu'on a une certaine renversabilité. Donc on a la possibilité de relier la constante thermo grand K standard aux constantes de vitesse, l'équilibre en tout cas. Ce qui est, enfin non d'ailleurs pas l'équilibre du tout, on a la possibilité de le faire. Donc selon cette relation, K standard de la réaction A donne C qui peut être égal à KC sur KC-1. Si je définis ici KC-1 et KB-1. Bon, c'est sympa, c'est une relation qui peut être utile de temps en temps, mais on voit que sur le fond, ça ne nous intéresse pas tant que ça, puisque vraiment ce qui va définir le fait que C est un produit thermo, c'est purement le fait qu'il soit le plus stable, et ce qui définit le fait que B est un produit cinétique, c'est purement le fait qu'il se forme le plus vite. Donc c'est vraiment ces deux conditions-là qui définissent ce que c'est que le produit thermo et ce que c'est que le produit cinétique. Sachant que, je préfère préciser, mais on peut de temps en temps avoir le produit thermo qui se trouve aussi être le produit cinétique. Donc je l'encadre, enfin je l'encadre, je ne vais pas l'encadrer, mais parfois le produit thermo, c'est aussi le produit cinétique. C'est un truc qui est vraiment important, parce qu'il y a énormément de fois, le produit thermo peut aussi, j'ai arrêté de faire deux choses en même temps, peut être le produit cinétique aussi. Voilà, c'est vraiment important de noter ça. On entend beaucoup de fois, enfin en tout cas je l'ai beaucoup entendu et je pense que je ne dois pas être le seul. Lui c'est le produit le plus stable, donc c'est le produit thermo, et donc l'autre c'est le produit cinétique. Et donc l'autre c'est vraiment complètement faux. C'est justement pour ça que c'est à la fois relou de savoir quel produit va être le produit cinétique. Pour ça je vous propose directement de prendre un petit exemple sur les 8 composés que j'ai écrits tout à l'heure. On peut s'intéresser à quel va être le produit thermo et quel va être le produit cinétique. Le produit thermo, on sait que c'est juste celui le plus stable. Intuitivement, on peut donc se dire que c'est celui où les deux oxygènes vont être le plus loin l'un de l'autre. Et donc, on peut avoir envie de se dire que ces deux-là ont plutôt plus de chances d'être les produits cinétiques que ceux-là. D'ailleurs, ces deux-là, mais en fait, ces quatre-là, parce qu'il y a aussi les énantiomères. Plutôt plus de chances que ces quatre-là. Et ouais, ça va être tout à fait vrai. Après, on pourrait essayer de trancher entre ces deux-là, lequel va être le plus stable. Alors bon, on va admettre que c'est lui qui est le plus stable. On pourrait avoir l'impression que ça va pas être le cas parce que nos deux oxygènes pointent dans la même direction. Donc on pourrait penser qu'on va avoir plus de gène stérique que dans ce cas-là. Et en fait, c'est bien la gène stérique qui va déterminer lequel des deux est plus stable, mais pour une raison qui est, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, parce que je crois que c'est plus au programme. C'est lui qui aura une gène stérique la moins grande. Et du coup, son énantiomère aussi, ils auront la même gène stérique. Donc ces deux-là, ça va être notre produit thermo. Si jamais ça vous intéresse de creuser ça, c'est l'idée de la chaise qui est derrière, et du fait que des groupes en fait en équatoriaux sont apportent moins de gènes stériques que des groupes en axiaux. Donc ces deux-là, ça va être notre produit thermo. Donc c'est super, c'est super, puisque du coup on a envie de dire que si jamais on est dans des conditions telles que on est sous contrôle thermo, on a déjà résolu l'exercice, ça veut dire que dans ce cas-là, les produits qu'on obtient c'est ces deux-là.
Sauf qu'en fait, on s'en doute, hein, mais la distalaire, c'est pas sous contrôle thermo, c'est sous contrôle cinétique, et c'est à la fois plus relou, mais en même temps beaucoup plus intéressant. Parce que comme j'ai dit, le contrôle thermo, c'est super. On s'intéresse qu'au produit, puisque vraiment ce qui nous intéresse, c'est juste la stabilité du produit. Et donc, bah, techniquement, on n'a pas besoin de développer grand-chose pour analyser quel va être le produit thermo. Donc c'est bien parce que ça fait des exercices faciles, mais c'est pas très bien non plus parce que c'est pas très intéressant. Et en tant que chimiste, bah, c'est cool si on a du grain à moudre, quoi. Le produit cinétique, c'est beaucoup plus intéressant, puisque ce qui fait en sorte que le produit cinétique l'est, c'est qu'il est formé facilement. Et donc on va être obligé de s'intéresser à comment est-ce qu'il est formé. On va être obligé à un moment de s'intéresser à ce qui se passe entre la formation de A, entre A et la formation de B. Donc pour ça, on a quelques modèles. Donc notamment, on se souvient qu'on peut dessiner des coordonnées réactionnelles up, en fonction d'énergie. Alors je ne vais pas forcément faire un rappel complet sur ce que c'est assez intéressant. C'est même pour moi, c'est important d'être un peu à l'aise avec cette idée-là et d'être capable de la manipuler comme il faut. Si c'est pas votre cas, je vous conseille de revoir ça, vraiment ça vous servira. Et vous comprendrez plein de choses avec ce genre de petit schéma. Nous, on sait qu'on va avoir un certain produit A, on sait que notre réaction va être exothermique, donc je vais mettre le produit B un petit peu plus bas. Et puis donc on va avoir un profil. Alors bon, si ça se fait en une seule étape, on va avoir un profil un peu comme ça. Et puis bien sûr ici, on peut définir KB, qui va donc être en gros la constante de vitesse de formation de B à partir de A. Et donc nous, notre but, on sait qu'on va avoir du coup le produit cinétique qui correspond à un KB le plus faible. Bon, le truc c'est qu'en soi, comme j'ai dit, évidemment déjà le premier truc du contrôle cinétique, c'est que donc tout ce qui est après la barrière, ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus, parce qu'il pourrait se passer plein de choses, et à la fois on pourrait avoir un B qui serait très haut en énergie. En fait, on s'en fout, ça resterait notre produit cinétique. Donc tout ce qui est là, ça ne nous intéresse plus. En fait, ce qui nous intéresse, c'est juste comment est-ce qu'on arrive jusqu'à la bosse. Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à l'état de transition, qui est juste ici. Okay. Et ça, c'est pas évident non plus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, alors soit on calcule l'état de transition, à quoi il ressemble, avec puis on fait des calculs informatiques, et ça marche bien, mais c'est pas ce qu'on va faire maintenant parce qu'on est sur une feuille et que alors on est en prépa ou un peu plus haut. Mais bon, c'est pas ce qu'on va être amené à faire. Donc pour ça, on va devoir développer un modèle de réaction. Un modèle de réaction. Et en fait, c'est finalement ce que vous faites lorsque vous faites une Diels-Alder avec l'approximation de Fuqui. Mais ça se base sur des choses qui, en fait, in fine, sont plutôt compréhensibles, mais en soi, nécessitent malgré tout de clarifier quelques points. L'idée, c'est que quand vous dites, quand vous faites un modèle de réaction, donc typiquement celui qu'on va détailler juste après, ce qu'on dit, c'est ok, telle approche minimise l'énergie, donc c'est par cette approche-là que mon réactif, que mes molécules vont réagir. Et ce qu'on dit, et ce qui n'est pas forcément évident, c'est que si une approche minimise l'énergie, alors l'état de transition aura une énergie minimisée. Autrement dit, ce qu'on dit, c'est que si je refais un schéma de coordonnées réactionnelles en fonction de l'énergie, ici je pars de A, si j'ai, je vais prendre des petites couleurs, si j'ai une première coordonnée, si j'ai un premier état de transition qui est là, que je vais appeler ET1, et si j'ai un deuxième état de transition qui est là, que je vais appeler ET2, ce qu'on a en fait envie de dire, c'est que si on a notre réaction qui conduit à un état de transition plus stable, alors c'est que la réaction a été en tout point, le chemin réactionnel a été en tout point d'énergie inférieure. Donc, en gros, on a un truc comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas croisement des coordonnées réactionnelles, et donc au final, ça dit ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, que si jamais on commence à avoir une stabilisation au niveau de l'approche, donc au début, en gros, si le début de la réaction est plus stabilisé, alors l'état de transition sera plus stabilisé. Et en fait, nous, c'est à ça qu'on a envie d'arriver. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'arriver dans ce genre de cas? Parce qu'on va être capable de déterminer, en gros, la tangente à l'origine. Je le formule mathématiquement parce que ça fait stylé, mais on va être capable de déterminer quelle approche va être la plus stable pour nos molécules. On va être difficilement capable de déterminer l'énergie, a priori, des états de transition. On va pouvoir le faire parfois, mais ça va être plus compliqué. Donc c'est pour ça que nous, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Et évidemment, dans ce genre de cas, ça veut dire qu'on est capable de déterminer quel va être notre produit cinétique, puisqu'on va juste, entre guillemets juste, émettre un modèle de réaction et dire que l'approche qui minimise l'énergie tout en étant fidèle au modèle de réaction est l'approche qui mène au produit cinétique. Sauf que, en fait, si on se retrouve dans un cas comme ça, où on a croisement, donc on a, alors je vais redessiner, donc là on a l'énergie de A, là on a l'énergie de l'état de transition 1, avec un truc comme ça. Et puis là j'ai l'énergie de l'état de transition 2,
avec un truc comme ça. Et si on se trouve dans ce genre de cas, on voit que notre modèle va échouer en fait, à prédire le bon produit cinétique, puisque du coup notre modèle nous dira que le chemin vert est le chemin qui va donner un état de transition d'énergie la plus faible, et donc c'est celui-là qui sera notre produit cinétique. Et en fait, on voit que c'est pas forcément le cas. Et donc en pratique, comment est-ce qu'on fait pour éviter de se trouver dans des cas où on a croisement? Et ben, c'est le fameux, quand on fait dans Fukui, état de transition précoce. Donc ça veut dire qu'on a un état de transition précoce. Alors en fait, pour être plus précis, état de transition précoce. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est précoce? Ce terme-là veut simplement dire qu'il est proche en termes de coordonnées réactionnelles du réactif. Donc, proche en C1 de 1. Et l'intérêt de dire ça, c'est qu'on considère que s'il y a peu de chemin entre 1 et les états de transition, il y a moins de chances qu'on ait des recroisements. En gros, c'est l'idée. Alors on voit que c'est des notions vagues, hein, et on voit que d'ailleurs, je préfère préciser, mais ça marche. Enfin, si l'état de transition est précoce, ça va marcher. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a des états de transition qui ne sont pas précoces du tout, et il se trouve qu'on n'a pas de croisement. C'est de la chance, mais bon, parfois la nature ne va pas forcément contre nous. Et même cette notion d'état de transition précoce est assez vague, parce qu'on pourrait imaginer des cas un peu absurdes où on a des états de transition qui sont tout proches en coordonnées réactionnelles, et pourtant on a quand même un croisement dans les chemins énergétiques. Donc tout ça, on voit que ça reste un peu du pifomètre, mais ça reste important du coup de traduire et de comprendre un peu d'où vient cette nécessité d'état de transition précoce. Et du coup, d'où vient expliquer pourquoi est-ce qu'on va travailler comme ça par la suite, puisqu'on va donc juste en fait chercher à minimiser notre énergie au début de notre réaction. Donc en gros, trouver une approche des réactifs qui va permettre de démarrer la réaction en minimisant l'énergie de tout ça. Donc vous avez quelques modèles, essentiellement le modèle, en fait vous en avez essentiellement deux, hein. Donc soit vous placez sous contrôle orbitalaire, qui est ce qu'on fait très souvent, orbitalaire, soit vous placez sous contrôle de charge. J'ai plus beaucoup de batterie, mais on va espérer que ça passe. Contrôle de charge. Alors encore une fois, le contrôle de charge contrôle orbitalaire, présenté comme ça pourrait donner l'impression trompeuse que c'est un truc que vous décidez, que vous balancez un bouton sur un ballon et que vous pouvez vous placer sous l'un ou l'autre. En fait, c'est pas un truc que vous décidez, hein, exactement comme le contrôle cinétique ou le contrôle thermo. C'est pour des conditions de concentration, de température, de pression et de temps donné, vous allez obtenir plutôt l'un ou plutôt l'autre. L'idée, si c'est sur le contrôle de charge, c'est que ce que vous allez chercher à minimiser, c'est la présence de charge. Donc en fait, autrement dit, vous dites plutôt que ce qui va venir minimiser l'énergie de votre système, c'est d'avoir les charges positives les plus grandes, donc partielles ou totales, en contact avec les charges négatives les plus grandes, partielles ou totales. Donc ici, on minimise E en associant les charges opposées les plus importantes. Alors, c'est en fait en pratique un truc qu'on ne fait pas trop, parce qu'il faut juste faire des petits calculs pour essayer de voir quel atome possède la charge partielle la plus grande, négative et positive, et puis après on associe les deux. Donc en pratique c'est un truc qu'on ne fait pas trop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le contrôle orbitalaire, ça c'est un peu plus intéressant. Et donc le contrôle orbitalaire, on va essayer de créer l'interaction orbitalaire qui maximise notre énergie. Donc on maximise l'énergie par interaction orbitalaire. Et là, je vous assure, en fait, on a quasiment fini toute cette partie préliminaire qui est un peu longue et qui s'éternise, mais qui va être vraiment importante parce que si on a bien compris ça, la suite se fait très vite. Pour ça, il faut juste que je précise un peu comment est-ce qu'on pratique, on maximise une énergie, du coup, on maximise l'énergie par interaction, en fait, on minimise. Désolé, je veux dire, on maximise la stabilisation énergétique, du coup, on minimise l'énergie ou on stabilise, on maximise, j'ai du mal décidément, on maximise la stabilisation énergétique. Comment est-ce qu'on fait ça? Énergétique, ok. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous faites un diagramme d'interaction d'orbital, d'abord je vais juste leur mettre une certaine énergie, on s'en fiche de juste les dissymétriser, mais on s'en fiche de savoir combien il y a d'électrons dedans et à quelle énergie elles sont. On suppose deux orbitales qui ont la bonne symétrie pour pouvoir interagir. Donc on va avoir une orbitale ici stabilisée, une orbitale déstabilisée, ok. On sait que la stabilisation, tout comme la déstabilisation, sont proportionnelles, donc ça je vais l'appeler delta E. On sait que delta E est proportionnelle au carré du recouvrement, et elle est inversement proportionnelle à un écart énergétique que je vais appeler delta epsilon. Où delta epsilon, ça traduit l'écart d'énergie que vous avez entre les deux orbitales que vous considérez. Donc en gros, ce que vous voulez pour maximiser votre énergie de stabilisation, donc pour maximiser le delta E qui est là, on veut maximiser ça, on voit qu'il faut qu'on diminue
delta epsilon, et qu'on maximise le recouvrement. Donc diminuer delta epsilon, en pratique, ça veut dire prendre des orbitales qui ont des énergies qui sont pas trop éloignées. Okay, et maximiser le recouvrement, on va voir ça après, ça va dépendre de la forme des orbitales. Et enfin, l'autre condition qui est assez importante, c'est le fait qu'il faut qu'on fasse une interaction à 2 électrons. Parce que si je mets un électron dans cette orbitale, il va se retrouver ici. Okay, si je mets un deuxième là, il va se retrouver là aussi. Et donc on voit qu'au final, j'ai baissé l'énergie de 2 électrons. Donc j'ai gagné en énergie sur mon système. Si je rajoute un troisième, ça devient extrêmement incertain, parce que c'est pas dit que l'écart énergétique que je gagne ici, x2, vaille le coup de le perdre une fois, parce que je rappelle qu'ici, le delta énergétique est plus grand que là. Et si je rajoute un quatrième, là je me mets à avoir une interaction qui est déstabilisante, puisque forcément j'ai augmenté l'énergie beaucoup de 2 électrons pour la baisser un petit peu de 2 électrons. Donc là, globalement, j'ai un écart énergétique qui est en fait pas une stabilisation, mais une déstabilisation. Donc en pratique, nous ce qu'on veut, c'est donc une interaction à 2 électrons. Ça pourrait être un électron d'un côté, un électron de l'autre, donc genre des radicaux. Bon, il se trouve que pour la Diels-Alder, ça va pas être des radicaux. Pour la Diels-Alder, ça va être une molécule, enfin une orbitale moléculaire qui est remplie de 2 électrons, et une orbitale moléculaire qui est vide, et on va faire interagir ça. Bon, maintenant vous vous en doutez, les orbitales qu'on va considérer, ça va être la fameuse HO, donc haute occupée, et BV, pour base vacante. Pourquoi est-ce qu'on considère celle-là? Parce qu'en fait, on peut globalement résumer les interactions orbitalaires eh bien des molécules à ces fameuses interactions HO-BV, et ça s'explique en partie par ce terme ici en delta E, puisque c'est globalement la HO et la BV qui ont en général des termes, un écart énergétique delta epsilon qui est le plus faible. Si je représente ici une molécule, avec sa HO qui contient du coup 2 électrons et sa BV, et que je représente une autre molécule qui est juste à côté, et puis on va dire qu'elle a une BV un peu plus basse et une HO un peu plus basse, ce qu'on voit, c'est que le delta epsilon va être minimisé dans une interaction à 2 électrons pour cette HO et cette BV. Donc on va avoir ces 2 orbitales qui vont se lier ensemble. Donc ça, c'est justement pour maximiser, pour minimiser cette delta epsilon. Et donc c'est pour ça qu'on va, dans un premier temps, lorsqu'on fait une Diels-Alder, chercher l'interaction entre l'orbital HO d'une molécule et l'orbital BV d'une autre molécule, donc soit le diène, soit le diénophile. Et en fait, on va considérer la HO du diène, la BV du diène, la HO du diénophile, la BV du diénophile, et on va chercher l'écart HO-BV qui est le plus petit entre les deux. Et ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre la HO du diène et la BV du diénophile, ou inversement, en fonction de quel écart est le plus petit. Et enfin, le deuxième truc qu'il faut qu'on fasse, c'est désormais qu'on maximise le recouvrement. Donc désormais, on sait quelle orbitale prendre. Donc là, typiquement, on prendrait cette HO et cette BV. Mais comme on ne sait pas exactement à quoi ces deux-là ressemblent, on n'est pas capable de prédire comment est-ce que nos molécules vont s'approcher l'une de l'autre. Si on possède leur forme, et on va voir que pour la Diels-Alder, on va posséder les formes des HO et des BV, on va être capable de les faire s'assembler comme des Legos pour maximiser le recouvrement. Et le seul truc à savoir, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que si jamais je représente ici, alors bon, je vais prendre des valeurs qui sont un peu arbitraires, hein, vous verrez. L'idée c'est juste que l'ordre soit respecté. Ici, globalement, je vais revenir là-dessus plus tard, mais en fait j'ai interagi avec la BV ici du diénophile et avec la HO du diène. Si là j'ai un coefficient alpha 2, un coefficient alpha 1, un coefficient bêta 2 et un coefficient bêta 1. Et imaginons, c'est cool, ça va être le cas, qu'on a alpha 2 plus grand qu'alpha 1 et bêta 2 plus grand que bêta 1. Notre recouvrement, globalement, si j'interagis comme ici, ça va être en gros du alpha 2 bêta 2 carré plus alpha 1 bêta 1 carré. Et si j'interagis dans l'autre sens, donc j'interagis plutôt avec ça, si je trouve alpha 1 ici et alpha 2 là, l'inverse, alpha 2 là et alpha 1 là. Ok, dans ce cas, j'aurais du alpha 2 bêta 1 carré plus alpha 1 bêta 2 au carré. Okay. Et donc en fait, on peut se demander c'est quoi qui va être le plus grand entre ces deux-là. Et alors on peut sûrement faire des démos de maths, perso j'en suis pas capable, mais j'ai appris que j'ai appris que c'est lui qui va être le plus grand. Donc en gros c'est bien de faire matcher le grand avec le grand et le petit avec le petit. C'est in fine ce qui va donner le recouvrement le plus important, plutôt que d'essayer d'équilibrer la chose en faisant matcher le grand avec le petit et le petit avec le grand. On peut s'en convaincre vite fait en se disant que si par hasard on a alpha 1, d'ailleurs je me suis couru ici, je suis allé vite, pardon, ici c'est bêta 2, ici c'est bêta 1. On peut éventuellement s'en convaincre en se disant que si par hasard, quitte à prendre bêta 2 plus grand que bêta 1 et alpha 2 plus grand qu'alpha 1, on prend bêta 1 égale alpha 1 égale 0, dans ce cas-là, on va se retrouver bien marrant parce que notre recouvrement sera nul, alors que là on aura un recouvrement qui sera du coup égal à alpha 2 bêta 2 carré, donc qui existe vraiment. C'est peut-être la démo qui me convainc le plus au final. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait interagir le gros avec le gros.
fait interagir gros avec gros, interagir gros avec gros. Et en fait là, je vais juste faire un cap, mais on a vraiment tout dit pour être capable désormais de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans la digital d'air et comment est-ce qu'on le fait. L'idée, c'est qu'on se retrouve avec une réaction qui peut en fait nous donner plusieurs produits différents. Les produits, on en a écrit plein, ils sont là, on en a 8, il y en a beaucoup. On est capable de savoir que le produit thermo, ça va être le produit qui est le plus stable, donc qui possède une énergie la plus faible. Et ça, on est capable de trouver cette énergie juste en raisonnant sur la stabilité des différents produits. Et on a d'ailleurs trouvé le produit thermo assez facilement. Il est juste là. Simplement, le produit cinétique, lui, pour le déterminer, on n'est pas capable de s'intéresser, on n'est pas capable de le déterminer uniquement en s'intéressant au produit, puisque justement, en fait, le produit cinétique est défini uniquement par son état de transition. Et donc, tout ce qui est à droite de l'état de transition, la coordonnée réactionnelle, ne nous intéresse plus du tout. Donc, pour ça, il faut qu'on soit capable de déterminer quel état de transition aura eh bien, son énergie la plus faible, donc là, typiquement entre ET de B et ET de C. Pour ça, on va donc considérer qu'en pratique, si l'état de transition a des coordonnées réactionnelles proches du réactif, donc on a un état de transition précoce, alors on va avoir un non-croisement entre le chemin réactionnel qui permet d'arriver à l'état de transition 1 et le chemin réactionnel qui permet d'arriver à l'état de transition 2. Et donc seulement dans ce cas-là, on peut considérer que si jamais on stabilise le plus possible eh bien notre système composé des deux molécules qui réagissent entre elles au tout début, donc au niveau de l'approche, ça va conduire à une stabilisation plus importante de l'état de transition et donc à notre produit cinétique. Ce qui n'est pas trivial du tout et ce qui en fait en pratique peut être un peu galère à anticiper ou à vérifier. Donc d'où le fameux état de transition précoce. Ensuite, à partir de là, donc notre but c'est de maximiser l'énergie finalement de l'approche, du système composé des deux molécules qui sont en train de s'approcher l'une avec l'autre pour réagir. Donc pour ça, on va essentiellement chercher à maximiser deux choses. Soit on va diminuer l'énergie basée sur leur charge, donc les charges partielles ou totales de nos deux réactifs, et on va essayer de faire en sorte que les charges plus et les charges moins, les plus grandes, s'appareillent l'une à l'autre. Soit on va plutôt se placer sur le contrôle orbitalaire, et donc dans ce cas on va essayer de minimiser l'énergie de l'approche en essayant de maximiser la stabilisation liée à l'interaction orbitalaire. Et donc dans ce cas-là, on va toujours considérer une interaction à deux électrons, parce que c'est une interaction qui est forcément stabilisante. On la considère entre la HO et la BV, parce que c'est celle-là qui va mener à une stabilisation la plus importante, puisqu'en effet, la stabilisation qu'on cherche à augmenter est proportionnelle à le carré du recouvrement, et inversement proportionnelle à l'écart d'énergie entre les deux orbitales qu'on fait interagir. Donc on va prendre la HO qui est la plus proche en énergie de la BV, donc en fait en pratique on prend la HO de la molécule qui a la HO la plus grande, et la BV de la molécule qui a la BV la plus grande. Éventuellement, dans certains cas, il faut quand même vérifier, ça peut être un peu tricky si on a des HO et des BV qui sont sandwich l'une de l'autre. Donc si on a des trucs dans ce cas-là, je fais juste une petite digression, mais si on a un truc dans ce cas-là, ça peut être un peu tricky. Donc dans ce cas, il faut vite faire gaffe. Bon, en fait, c'est assez rare. Donc dans tous les cas, on diminue delta epsilon pour choper les deux orbitales qui vont interagir. Et une fois qu'on sait quels sont les deux orbitales qui interagissent, on regarde leur tête, on regarde quels atomes interagissent avec qui, et puis on cherche à maximiser le recouvrement en faisant interagir les gros lobes avec les gros lobes, donc les lobes à gros coefficients avec les autres lobes à gros coefficients. Et une fois qu'on a fait tout ça, du coup on maîtrise, on sait exactement quelle va être l'approche qui va diminuer l'énergie de notre système, et donc on sait quelle approche va conduire à l'état de transition le plus stable, puisqu'en fait on va le voir, l'approche qui part ici sur le chemin, sur la coordonnée réactionnelle noire, va in fine nous forcer à obtenir un état de transition précis. Et donc cet état de transition, on sait que c'est celui qui est le plus stabilisé de tous, et donc on sait que c'est celui qui mène à notre produit cinétique. Et donc une fois qu'on a notre système d'approche, il suffit juste de dérouler. Et si vous avez compris tout ça, vous avez compris beaucoup de choses qui ne sont pas du tout triviales, et pourtant on voit qu'on a utilisé que des concepts qui sont normalement compréhensibles et que vous avez dû croiser. Et tout ça, ça se repose sur le fait que on fasse des analyses de coordonnées réactionnelles. Et c'est pour ça que je vous dis que ce genre de petits dessins sont vraiment hyper puissants. Si vous comprenez comment ça marche et que vous êtes à l'aise pour les manipuler, je trouve, tout à fait personnel, que c'est les deux choses qui débloquent le plus de compréhension en orga, avec être capable de dessiner des orbitales un peu à la louche. Enfin bref, j'en avais un peu parlé sur l'hyperconjugaison quand je parlais des PK. Pour moi, c'est vraiment les deux compétences que j'ai acquises avec le temps et qui m'ont fait comprendre énormément de choses. Maintenant qu'on a dit tout ça, il ne reste plus qu'à faire interagir nos deux bestioles qui sont là, à chercher quelle va être la HO qu'on va considérer pour quelle molécule et quelle va être la BV qu'on va considérer pour quelle molécule, puis ensuite à regarder leur tête et à faire matcher leurs coefficients.
Évidemment, bon, si on regarde leur tête et qu'on fait un peu d'orga 2 minutes, on voit que là, on a un groupe mésomère donneur. On se doute qu'on va donc avoir ici une molécule qui va être plutôt chargée en électrons, c'est-à-dire plutôt nucléophile. Là, on a un groupe mésomère attracteur. On se doute qu'on va donc avoir une molécule plutôt en déficit d'électrons, donc plutôt électrophile. Et donc, on se doute qu'on va plutôt venir considérer la HO du diène et la BV du diénophile. C'est une analyse qu'on peut faire un peu à froid. Et devinez quoi, ça a plutôt bien marché. Alors, je vais essayer de vous choper les énergies des trucs, je les ai sous la main. Globalement, pour cette molécule-là, pour le diène, on a une HO, alors évidemment j'ai les coefficients de Huckel, you know, sinon c'est pas très grave, mais en gros j'ai une HO qui est par là à alpha plus 0,47 bêta, et donc ça c'est ma HO. Et je vais avoir ma BV qui va être arbitrairement par là à alpha moins 0,71 bêta. Et pour le diénophile, pardon, je vais avoir ma HO qui va être à alpha plus 1 bêta, donc qui va être plus basse, par là. Donc plus basse comme on pouvait s'y attendre, alpha plus bêta. Et l'autre est à alpha moins 0,35 bêta, donc la BV va être par là. Donc c'est les coefficients de Mulliken, alpha bêta sont négatifs. Coefficient de Huckel, pardon. Coef de Huckel, je vais le noter du coup. Je sais plus si je m'étais trompé la première fois. Coef de Huckel. Alpha et bêta sont tous les deux négatifs. Donc on voit de manière à peu près sympa que l'écart HO-BV le plus faible est bien entre la HO du diène et la BV du diénophile. On pourrait s'amuser, hein, ça va faire 47 plus 35 bêta, et là on va avoir du 1,71. Bon, c'est évidemment ces deux-là qui minimisent l'écart énergétique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donc savoir à quoi ressemble la HO de notre diène et la BV de notre diénophile. Donc la HO de notre diène, je vais essayer de la représenter comme je peux. Je vais essayer de représenter aussi la BV du diénophile. Tac. Alors la BV, elle a un très très gros coef ici, qui est colorié. Elle a un petit coef là. Elle a un plutôt gros coef là, et elle a un coef ici existant. Donc on retrouve le fait que plus le coef est gros, plus on a un atome qui est électrophile. On voit que les deux sites principaux électrophiles, c'est en 2 et en 4, hein, donc c'est assez connu pour une alpha et non. Et pour ce bazar-là, on a un plutôt très gros coef ici, on a un plutôt petit coef là, un coef ici qui est quand même assez important, et qui est d'ailleurs noir. Là, on a un autre coef qui est un peu moins grand, il est quand même plus grand que les deux autres d'à côté. Et là, on a un petit truc blanc, qui est d'ailleurs sur le truc, et là, on a un tout petit truc. Ok. Et ça, c'est blanc ici. Ça, c'est rien, désolé, ça apporte à confusion, je vais le rayer en noir. Allez, même en rouge pour montrer que ça, c'est bien là. J'ai pas le blanco. Ok, donc on se souvient, on fait matcher le gros avec le gros. Évidemment, on fait matcher les coefficients des orbitales qui vont interagir les unes avec les autres. Quand on fait les flèches ici, ça va dire le saldaire, hein, on voit que ce qui interagit, c'est les deux atomes extrêmes du diène et les deux atomes ici du diénophile. Donc on va faire interagir cette orbitale-là, enfin avec cette orbitale-là, et cette orbitale-là avec cette orbitale-là. Alors du coup, il faut juste faire matcher le gros avec le gros. Donc on pourrait éventuellement swap celui-là. Hein. Donc on fait matcher lui, ou lui, et lui, ou lui. Ok. Bon, bah là, le gros, c'est lui. Là, le gros, c'est lui. Donc on fait matcher comme ça. Et donc ça va nous conduire à un produit qui va être comme ceci. Donc ça va être notre produit. Et donc là, on vient de déterminer la régiosélectivité, simplement en cherchant le plus gros coef sur la HO entre ces deux atomes-là, et le plus gros coef sur la BV entre ces deux atomes-là. Et on a fait matcher les gros avec le gros. Et donc là, on a détermination de la régiosélectivité. Sélectivité. Ok. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, là, c'est que ça, c'est notre produit si on est sous contrôle cinétique. Et c'est pas du tout le produit thermo, hein, parce que le produit thermo, ils étaient loin l'un de l'autre. Alors attendez, j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, j'ai fait un truc pas très pro, je vais chercher un chargeur. Je pourrais faire un cut. Est-ce que je vais avoir la volonté d'aller téléverser la vidéo sur mon ordi et tout? Je pense que je vais avoir la flemme, donc je pense qu'il n'y aura pas de cut, et du coup je pense que ça tremble et tout. Mais c'est pas grave, on est là, on est amateur et on est ensemble. On est là pour la chimie. Ouais, c'est pas très pro, hein, mais je vous assure que si j'avais un peu plus de temps, j'aurais fait ça, j'aurais fait un petit cut. Bref, au moins la vidéo va pas se couper. Donc on a chopé notre produit de régiosélectivité, notre produit cinétique, hein, bien sûr. Mais nous on est là pour un peu plus, nous on est aussi là pour choper la stéréosélectivité, et celle-là elle va être un tout petit peu plus galère. Et donc c'est pour ça que je vous parle de modèle d'approche depuis tout à l'heure, puisqu'ici le modèle d'approche, vous le savez peut-être, ça va être un modèle d'approche qui va être supra-supra.
Alors pourquoi supra-supra? Notre but c'est toujours de venir maximiser notre recouvrement. Ça en fait on sait que ce que je représente avec des ronds, en fait en vrai c'est des orbitales P. Et donc si j'essaie de représenter ça un peu dans l'espace, hein, en fait ici j'ai une orbitale qui est comme ça, qui est du coup recouverte vers le haut. J'ai une autre petite orbitale qui est recouverte vers le haut, une autre petite qui est recouverte en bas, une autre très grande qui est couverte aussi en bas. Et puis bon là j'en ai d'autres que je ne vais pas dessiner. Et donc en fait on sait qu'au fond notre vraie molécule c'est ça. Et pour notre dienophile, en fait on sait que notre dienophile il ressemble à ça. Avec ici un gros lobe noir ici, et puis là un petit lobe blanc, et puis bon là je continue. Ok. Et donc en fait on peut voir à peu près que ce qui permet du coup de maximiser le recouvrement, bah, c'est vraiment d'avoir lui qui se ploppe pile en dessous quoi. Donc en fait là on ne voit pas très bien, mais si là je prends une ligne qui passe par ce carbone là, en fait j'arrive là. On ne voit pas très bien parce que je l'ai mis un peu à côté. Nous, notre objectif, ça va donc être justement de maximiser ce recouvrement. Donc en fait, on va vraiment mettre notre dienophile sous notre diène pour maximiser tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on définit le modèle supra-supra, modèle d'approche supra-supra, avec vraiment l'un sous l'autre. Et il se trouve qu'on a de la chance, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand lui, le noir, il est à côté enfin, il est en phase avec le noir ici, le blanc est aussi en phase avec le blanc qui est là. Donc c'est pour ça qu'on a une approche supra-supra. Si par hasard, lui était inversé, donc si par hasard on avait ici du blanc et en bas du noir, en fait on voit que pour avoir l'approche optimale, il faudrait que le dienophile se torde un peu. Je vais essayer de le représenter vite fait parce que ça reste intéressant. Je vais juste représenter ce qui nous intéresse. Si on avait un truc comme ça, en fait on voit que E2 devrait interagir pas comme ça, et que lui devrait interagir par le haut. Et donc dans ce cas-là, en fait, on se mettrait à avoir, alors je vais essayer de faire avec des stylos, on se mettrait à avoir une sorte de dienophile qui devrait réagir ici par le bas, et qui devrait essayer de venir taper en haut. Donc on aurait un truc un peu chelou, qu'on appellerait donc un supra-antara, et il se trouve que parfois on observe ça. Mais pour la Diels-Alder, jamais, la Diels-Alder se fait toujours en supra-supra, parce que pour la Diels-Alder, quand ces deux-là sont en phase, ces deux-là sont aussi toujours en phase. Et c'est un petit heureux hasard, c'est lié aux règles de Woodward-Hoffman, if you know, you know. C'est lié au fait qu'ici on est 4 électrons et là on en est 2. Donc on aura toujours du supra-supra et jamais du supra-antara. Si par hasard on avait 2 électrons de moins ou 2 électrons de plus, on aurait du supra-antara, et donc on aurait un modèle qui serait légèrement différent. Mais ici on a 6 de moins, et donc on a du supra-supra. Et en fait si vous voulez tout savoir, c'est lié au fait que cette réaction se fasse par voie thermique avec 6 de moins. Si ça se faisait par voie photochimique, on aurait du supra-antara. Encore une fois, si vous voulez creuser, je vous envoie vers la règle de Woodward. Hoffman, il y a quand même eu un Nobel pour ça, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 1964, j'ai peut-être une bêtise, ou 1980, c'est l'un des deux. Non, je crois que c'est 1980 et que la règle date de 60. Bref, bon voilà, si vous voulez, allez voir ça. Top. Donc en tout cas, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire de modèle, même si finalement on est capable sans ce modèle-là un peu précis de déterminer notre produit de régiosélectivité, parce que c'est ça qui explique un truc que vous avez peut-être déjà entendu, qui est oui, mais en fait il y a des interactions secondaires. Et les interactions secondaires, elles vont venir donner le produit, elles vont venir déterminer la stéréosélectivité. Et donc, vous avez peut-être dit qu'il y avait deux produits, il y en a un qui s'appelait endo, il y en a un qui s'appelait exo. Le produit exo, ça va être essentiellement qu'en fait, petite queue ici, elle est vers l'extérieur du diène, et le produit endo, c'est quand elle est vers l'intérieur. Donc le produit endo, ce serait plutôt celui-là. Cette fois-ci, la queue est orientée, donc avec toujours ici le diène qui est au-dessus du diénophile, et le diénophile qui a sa queue qui est pliée sur le dessous. Donc ça, c'est le produit endo. Et on vous a dit, ouais, la règle endo, t'inquiète, c'est toujours le produit endo. En fait, c'est très souvent le produit endo, mais ça n'est pas toujours. Parce qu'en fait, le fait que ce produit endo soit favorisé par rapport à ce produit exo, bah, en vertu de tout ce qu'on a dit avant, c'est très certainement parce que ce produit endo a une énergie de stabilisation qui est un peu plus grande. Et donc, s'il y a une énergie de stabilisation qui est plus grande, puisque ici on a deux orbitales qui ont la même énergie, hein, c'est les mêmes HO et les mêmes BV, bah, c'est qu'ici on a une augmentation du recouvrement. Et donc en fait, on a vu que dans un premier temps, on considérait que les seules orbitales qui recouvraient, c'était en tout cas les orbitales qui mènent la danse, c'est les orbitales le plus gros coefficient. Donc ici, le plus gros coefficient est là, le plus gros coefficient il est là, donc ça va interagir de cette manière-là. Et j'insiste, hein, c'est vraiment elles qui mènent la danse et c'est elles qui vont venir décider dans quel sens va se mettre ici notre diénophile par rapport à notre diène. Reste qu'on a d'autres orbitales qui peuvent aussi interagir et qui peuvent aussi à leur échelle décider des trucs. C'est elles qui sont responsables de la grosse stabilisation. Les autres vont
créer une petite stabilisation supplémentaire ou une petite déstabilisation. Et c'est in fine ça qui va venir trancher entre le produit endo et le produit exo. Alors j'ai changé de feuille. Évidemment, on sait que ça va être ça qui va conduire à notre stéréosélectivité, on s'en doute. Je vais d'abord commencer par essayer de montrer en quoi est-ce qu'on va obtenir tel ou tel produit avec l'approche endo ou l'approche exo. Et ensuite, je montrerai comment trancher entre les deux approches. Donc tout d'abord avec l'approche endo, je commence par elle parce que c'est celle qui va être favorisée. Dans l'approche endo, on a donc ici notre DN. On note que plus la vidéo avance, moins il est bien dessiné. Là, il y a une sorte de plan. Le diénophile est vraiment juste en dessous. Ce qui se passe, c'est que, alors, il faut un peu le voir, mais lorsqu'on a réaction, on a ici la petite queue de méthyle qui va venir tomber vers le bas, et on a en même temps ici notre excroissance d'aldéhyde qui va elle aussi tomber vers le bas. Et donc, in fine, on va obtenir un truc qui va ressembler à ça. Vers le bas, vers le bas. Donc cette approche-là, elle peut m'expliquer ce produit-là. Et si jamais je dessine dans l'espace, alors j'ai toujours peur de faire des bêtises, ouais, j'ai peur de faire des bêtises. Globalement, je le fais bien quand il y a des cercles. Bon, allez, j'ai quand même risqué. On va avoir un truc un peu comme ça. Avec ici vers le bas, au méthyle. Et puis ici, tchac, vers le bas aussi. Ok. Et là, j'ai une de plus. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça comme ça? Globalement, concernant le méthyle qui va en bas, ça peut s'expliquer. Moi, la meilleure explication qu'on m'a donnée, c'est imagine, tu as un pont, en fait, tu as un cyclopentadiène. S'il y a un truc qui arrive en dessous, le pont il a tendance à monter. Et donc, tu aurais tendance, s'il y a un truc qui arrive en dessous, à obtenir ça. Et puis, un truc comme ça. Et c'est plutôt vrai. C'est même plutôt très vrai. Et donc, en fait, on voit que les ligands qui sont à l'intérieur, bah, ils tendent à monter. Donc, réciproquement, les ligands qui sont à l'extérieur, ils tendent à pas monter, donc aller en bas. D'où le fait que du coup, lui qui est à l'extérieur, donc le méthyle qui est à l'extérieur, se retrouve en bas. Bon, moi, c'est une explication qui me convainc totalement, donc j'espère que ça vous convaincra aussi. Et enfin, concernant le fait que du coup, la petite excroissance aldéhydique se retrouve en bas, ça vient vraiment du fait que pour moi, si jamais là j'ai mon diène et là j'ai mon diénophile, si mon diénophile, la phase d'approche, donc c'est mes deux pouces qui vont se lier ensemble et qu'il est en dessous, au moment où je lie mes pouces ensemble, bah, il passe en bas. Genre, et réciproquement, si jamais il arrive de manière exo, on va le voir juste après, bah, quand je lis mes deux pouces, bah, il est plutôt en haut. Bon, ça vous convaincra si ça vous convainc. Moi, c'est ce qui me convainc le plus, donc c'est comme ça que je l'expliquerai. Pour l'approche exo, comme je viens de le faire, hein, on va se retrouver cette fois-ci avec ça. Et donc, après interaction, on va se retrouver cette fois-ci avec ce produit-là. Alors, je vais d'abord le faire comme ça. Hop. Et si j'essaie de le dessiner dans l'espace, on va avoir un truc un peu comme ça. Avec lui qui va toujours être en bas, et puis lui qui va être vers le haut. Bon, évidemment, j'ai testé mes deux oxygènes dessus parce que je suis un génie du dessin, mais vous avez l'idée. Évidemment, là j'ai représenté une approche endo avec à chaque fois mes diénophiles qui s'approchent en bas de mes diènes. En fait, on sait qu'on peut avoir une approche plutôt vers le haut hein, aussi. Alors si je fais l'approche vers le haut, ça va être un peu l'inverse. Donc je vais refaire une approche endo. Évidemment, un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'on se doute que les produits qu'on va obtenir, ça va être un couple d'énantiomères. Oui, cette fois-ci, ça s'approche en haut, donc ça va être un peu plus galère. Bon, j'ai pas trop l'habitude de présenter ceux qui s'approchent en haut, donc au pire, je le fais de manière un peu qualitative à la main. L'idée, c'est que cette fois-ci, lorsque le diénophile s'approche par le haut sur le diène, si j'avais un pont, le pont descendrait, donc c'est-à-dire que le méthyle va monter. Et concernant mon diénophile, bah, réciproquement, si jamais je m'approche du haut comme ça, de manière endo, avec mes deux pouces qui se lient, bah, je vais plutôt me retrouver comme ça, donc vers le haut. Et si je m'approche comme ça de manière exo, quand mes deux pouces se lient, je vais plutôt pouvoir chuter vers le bas. Donc mon approche endo, elle va plutôt me donner ce produit-là. Avec cette fois-ci le pont qui descendrait, donc le méthyle qui monte. D'ailleurs, en fait, je devrais le faire dans l'autre sens. Je devrais le faire comme ça. C'est vraiment des trucs que j'ai pas l'habitude de dessiner. Et donc cette fois-ci, j'ai mon méthyle qui monte, comme ça. Hop. Et puis là, j'ai mon... donc si c'est une approche endo, j'ai dit que il montait aussi. Ah, comme ça. Et puis pour l'approche exo, bah, cette fois-ci, ça va être l'inverse. Donc lui, il monte toujours. Et cette fois-ci, lui, il va descendre. In fine, ça va me faire le produit comme ça. Donc l'énantiomère de celui que j'avais avant. Hop. Et ça va me faire l'énantiomère de l'autre, pareil.
On se doute. En fait, c'est un truc qu'on aurait pu anticiper dès le début, que les produits qu'on obtient, ça va être un couple d'énantiomères. D'ailleurs, d'où le fait que ici, j'ai directement dit qu'on avait le couple des deux énantiomères qui était le produit thermo. Pourquoi? Parce que si c'était pas un couple d'énantiomères qu'on avait, on n'obtiendrait pas un mélange racémique, et donc on aurait une activité optique à la fin, on n'en a pas au début, et c'est bizarre. En général, l'activité optique, elle se crée pas. En fait, c'est même une règle, elle se détruit, mais elle se crée pas. Donc on a forcément un couple d'énantiomères. Et ça va se traduire in fine par le fait que si on regarde un peu notre approche ici, on n'a rien qui discrimine les deux faces du diène et les deux faces du diénophile. Il n'y a rien qui discrimine ces deux faces l'une par rapport à l'autre. Et donc on a autant de chances d'avoir notre diène et notre diénophile qui s'approchent l'un au-dessus de l'autre et l'un en dessous de l'autre. Par contre, a priori, ça veut dire qu'avec ça, on peut avoir 4 approches différentes. Comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Mais en fait, il n'y a que 2 des approches qui sont vraiment favorisées, puisque du coup, avec toutes celles que je vous ai faites, il y a les 2 endos et les 2 exos. Et en fait, je vous ai un peu spoil, mais les 2 endos vont être favorisés par rapport aux 2 exos. Et donc enfin, le clou du spectacle, pourquoi les 2 approches endo sont favorisées. Et après, vraiment, je vous assure, je remettrai les pièces dans l'ordre, mais on aura tout fini. Et j'ai mal plié la feuille. Hop. Pourquoi les 2 approches endo vont être favorisées? Je vais vous en dessiner une seule, mais on va essayer de capter pourquoi les recouvrements secondaires sont pas mal. Et où est-ce qu'il faut regarder les recouvrements secondaires. L'idée, c'est donc qu'on dit que cette molécule-là, elle avait un lobe, qu'elle allait interagir avec la molécule qui est ici. En vertu de ce que j'ai dit avant, j'ai dit que là j'avais un lobe qui était, je sais plus, je vais regarder, j'ai envie de faire un truc cohérent. J'ai dit que là j'avais un lobe qui était noir par là. Hop. Donc je vais le dessiner noir ici. Là j'ai dit que j'avais un lobe qui était un peu plus petit, qui était aussi noir par là. Là j'avais un lobe qui était noir par là, et là j'avais un gros lobe qui était noir par là. Et là j'en avais un qui était comme ça. Ok. Donc on voit que ces deux-là, ils interagissent comme il faut. On voit que ces deux-là, ils interagissent comme il faut. Et comme je vous ai dit, il y a des interactions secondaires qui vont avoir lieu. Les interactions secondaires, alors il faut le voir, ça ne va pas forcément de fou avec le dessin, mais ça va être sur les orbitales qui vont se retrouver les plus proches les unes des autres. Donc c'est-à-dire sur l'orbital ici et sur l'orbital là. L'orbital là que je n'ai pas dessiné, mais qui du coup va ressembler à ça. C'est électrophile, donc elle est comme ça. Hop, ok. Et elle est d'ailleurs assez grande en fait. Donc ça va être ces 2 orbitales-là qu'on va bien considérer. Alors pourquoi est-ce qu'on considère celle-là? Soit vous la prenez, soit il faut juste se dire qu'en fait c'est géométriquement celles qui sont l'une en dessous de l'autre. Ce que je peux essayer de convaincre, ce que je peux essayer de vous convaincre un peu, en représentant mon diène comme ça, et en représentant directement mon diénophile, alors je dois le représenter un peu l'un sur l'autre, mais comme ça. Et là, on voit que en effet ces deux-là sont quand même vraiment très très proches l'un des autres. Donc là, on peut considérer que j'ai le diénophile qui arrive par au-dessus ou qui arrive par en dessous. Donc ça, c'est mon approche endo. Et mon approche endo, elle est favorisée si et seulement si ces 2 lobes sont en interaction positive. Ici, on voit que le lobe blanc pointe vers le bas, on voit que le lobe blanc ici pointe vers le haut. Donc ces 2 lobes vont avoir une interaction positive. Et donc ici, on maximise encore plus le recouvrement avec l'approche endo. Et donc l'approche endo, c'est une maximisation du recouvrement, max de S, et donc c'est un delta E que compte. Et donc on va venir avoir un produit qui va être encore plus stable, donc c'est ce qu'on veut. Parfois, c'est pas le cas, et c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Imaginons qu'on obtienne un truc qui ressemble à ça. Donc, je ne remets pas les interactions principales parce qu'on sait qu'elles vont être positives, mais imaginons que j'ai un truc qui ressemble à ça. Et bien là, cette fois-ci, on voit que mon lobe noir interagit avec mon lobe blanc. Donc là, cette fois-ci, j'ai une interaction qui n'est pas positive. Et donc, dans ce cas-là, c'est que mon approche endo, elle déstabilise mon produit. Et donc, cette fois-ci, c'est l'approche exo qui va, en fait, par défaut, provoquer aucune déstabilisation. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. L'approche endo, soit elle stabilise, soit elle déstabilise. L'approche exo, elle fait rien. Et donc, si l'approche endo stabilise, on la prend. Et si elle déstabilise, on prend celle qui fait rien. Ok. Et donc, dans ce cas-là, le truc, évidemment, c'est qu'on va devoir, dans ce cas, retourner la molécule qui est ici. Alors, moi, j'aurais tendance à retourner mon diénophile, mais on pourrait s'amuser à retourner le diène. Évidemment, celle-ci ne change pas. Évidemment, celle-ci, si on considère qu'elle ne change pas non plus, ça veut dire que du coup, cette fois-ci, je me retrouve avec le lobe noir en haut et le lobe blanc en bas. Sauf que si vous suivez un petit peu, si ici, j'avais une interaction qui était positive entre mon lobe noir qui pointait vers le bas et mon lobe noir qui pointait vers le haut, cette fois-ci, quand j'ai retourné, mon lobe blanc se met à pointer vers le haut et mon lobe noir se met à pointer vers le bas. Et donc là, on va avoir un problème, parce que maintenant, ces deux-là sont plus en phase. Sauf que souvenez-vous, les lobes, ça a un sens que au sein d'une molécule. Donc en fait, ça, c'est équivalent strictement à ça. Et puis à cette molécule. Avec cette fois-ci le noir en haut et cette fois-ci le noir en bas.
Donc là, on a presque envie de se dire, quand on voit ça, qu'en fait, bah là, c'est super, parce que je l'ai mal fait. Non, c'est ça, le noir va passer en bas. Non, ok. Oui, pardon. Non, ok. Donc là, juste, on voit bien qu'on a l'interaction comme il faut et que tout va bien. Et au final, bon, bah là, on voit qu'on a une interaction qui n'est pas l'air bonne, mais bon, ça limite, on peut pas en dire grand chose de plus. Bref, j'ai dit énormément de choses, je vais faire un mini récap très bientôt. Le seul truc qui est intéressant, donc ça va être les lobes, mais de toute façon je vais vous les représenter un petit peu plus tard sur un schéma que j'ai déjà refait. Donc si je récap toute la deuxième partie, on s'est arrêté où? On s'est arrêté sur le fait que essayer de choper des approches orbitalaires qui à la fois diminuaient l'écart énergétique et à la fois venaient maximiser le recouvrement, c'était ce qui allait permettre d'avoir un état de transition le plus bas en énergie, puisque c'est ça qui allait nous permettre d'avoir une approche des réactifs la plus basse en énergie. On a donc commencé par considérer une interaction à deux orbitales entre une HO et une BV, qui réduisait l'écart énergétique. Donc on a pris la HO du diène et la BV du diénophile. Une fois qu'on a fait ça, on a mis les coefficients devant nous et on a cherché à faire matcher l'interaction prépondérante, donc c'est l'interaction principale, on a cherché à la rendre la plus grande possible. Et donc pour ça, ça vient à considérer les interactions entre les deux lobes qui sont là et les deux orbitales qui sont là. Et notre but, c'est de faire matcher la grande orbitale à gauche, donc du diène, avec la grande orbitale du diénophile. Et j'insiste uniquement sur les orbitales qui vont mener la danse, donc ces deux-là et ces deux-là. On s'est rendu compte que les deux grosses étaient ici, qu'on a donc fait matcher, pour savoir que notre produit cinétique allait ressembler à ça. Et donc ça nous a permis de déterminer notre régiosélectivité. Pour la stéréosélectivité, la grande question c'était d'une part de se rendre compte qu'en fait on allait avoir un réactif qui allait interagir en arrivant en dessous ou au-dessus d'un autre réactif, donc un mode d'approche supra-supra. On s'est ensuite demandé si jamais on avait moyen de stabiliser encore un peu plus ce réactif-là, en considérant des interactions secondaires. Interactions secondaires qui vont avoir lieu entre les deux orbitales qui sont ici, et les orbitales qui sont liées en alpha, des deux grandes orbitales qui sont là. Si j'en ai une seule, c'est l'orbitale blanche ici. Et donc pour ça, il faut que je me demande si jamais ces orbitales-là vont être plutôt positives ou pas. Enfin, si jamais ces recouvrements secondaires vont être plutôt positifs ou pas. Pour savoir s'ils sont positifs ou pas, ce qu'il faut toujours se dire, c'est, sachant que ces deux-là ont forcément des lobes qui sont en phase, et sachant que la Diels-Alder étant bien faite, ces deux-là auront aussi des lobes en phase, est-ce que ces deux-là se mettent à avoir des lobes en phase aussi? Dans cet exemple précis, on n'est pas obligé de refaire tout le modèle de l'approche endo et de l'approche exo, on peut en fait le voir une fois qu'on a compris tout ça à peu près directement, puisque si ici je considère que blanc et noir ça matche bien, je considère qu'ici noir et blanc ça va bien matcher, donc ici je considère que noir et blanc ça va aussi bien matcher. Et donc là je me doute que mon approche endo va être favorisée, et donc je vais obtenir mon produit endo. Si jamais ici en fait je colorie en vert foncé, bah, je verrai que quand blanc à gauche c'est noir à droite, donc ça va bien ensemble, que du coup noir à droite, à gauche c'est blanc à droite, ça va bien ensemble, bah, j'aurai du noir et du noir, donc ça irait pas bien ensemble. Donc globalement on pourrait résumer en disant que si jamais E2 ont les mêmes couleurs et E2 ont les mêmes couleurs, ça marche. Si E2 ont des couleurs différentes et E2 ont des couleurs différentes, ça marche. Mais ce qu'il faut éviter, c'est quand on a E2 qui ont la même couleur et E2 des différents, ou E2 des différents et E2 la même. Si on se retrouve dans ces deux dernières situations, notre approche endo va conduire à une déstabilisation, et donc elle n'est pas intéressante et on aura l'approche exo. À partir de là, il faut juste réussir à être capable de dessiner une approche endo et une approche exo. Vous voyez que je ne suis pas capable de le faire très très bien, mais bon, ça suffit. Tant que vous arrivez à bien visualiser dans votre tête, ça va à peu près. Et que vous êtes capable d'en dessiner une, genre le diénophile qui s'approche par en dessous, ça suffit. Tout ça, ça nous permet de nous conduire au fait qu'on va avoir du coup nos produits cinétiques qui vont donc être finalement les deux produits endo de ce régioisomère. Donc ça va être celui-là, et ça va être son enantiomère que je vais dessiner ici. In fine, donc nos produits cinétiques que je vais dessiner avec toujours ma feuille et ma pliée, ça va être les deux suivants. Donc produits cinétiques, ça va être cela. Hop. Donc lui qui provient du produit endo lorsque le diénophile s'approche par au-dessus du diène, et lui qui provient du produit endo lorsque le diénophile s'approche en dessous du diène. Donc deux énantiomères. On voit que ça n'a rien à voir avec le produit thermo qu'on avait considéré au début. D'ailleurs, on voit que c'était celui que j'avais dessiné en tout premier. En fait, je savais déjà un peu sur quoi est-ce qu'on allait tomber. Et ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Quant aux autres, du coup, c'est ni des produits cinétiques, ni des produits thermo. Donc ça veut dire qu'ils ne seront jamais obtenus de manière majoritaire. Malgré tout, c'est ici un processus où on voit que c'est vraiment une phase d'approche et vraiment de modèle réactionnaire qui nous permet modèle réactionnel, pardon, qui nous permet de déterminer ici les produits qu'on obtient. Donc ça veut dire que si je change le produit, les réactifs de départ
et que je considère cette fois-ci ce diène et ce diénophile, bah avec les mêmes choses que précédemment, on va en déduire qu'on va également avoir ce coefficient qui va devoir être très proche de ce coefficient-là, donc on va obtenir les mêmes régiosisomères qu'avant. Par contre, cette fois-ci, puisque j'ai mon méthyle qui va venir plonger, d'ailleurs je dis méthyle depuis tout à l'heure, en fait c'est même pas un méthyle, c'est un O-méthyle, puisque j'ai mon O-méthyle qui va venir plonger vers l'intérieur, et pas de mon cycle et pas vers l'extérieur, bah lorsque du coup mon diénophile va arriver par le bas en approchant d'eau, mon diène va être reculé vers le haut, donc en fait cette fois-ci j'aurai des diastéréoisomères de ces deux-là. Et donc si je pars ici de ces deux composés et que je fais ma diélcellulaire avec ces deux composés-là, bah, j'obtiendrai en produit cinétique les deux énantiomères, enfin le couple d'énantiomères, dont chacun est diastéréoisomère, donc chaque énantiomère de mon couple est diastéréoisomère de ces deux composés-là. Donc j'obtiendrai ces deux-là. Hop. Et plus énantiomère. Ok, bon, j'espère que c'était à peu près clair. Normalement, si vous faites tout ça, vous avez vraiment capté beaucoup de choses. Vraiment, hein, j'insiste, mais ce qu'il faut toujours, c'est d'abord considérer quelles sont les interactions principales qui permettent justement de maximiser le recouvrement en fait, le plus important. Donc le recouvrement le plus important qui est le recouvrement qu'on apparaît ici, hein, qui va apparaître là. Hop, tiens. Donc c'est vraiment celui-là qu'on maximise en premier. Et sachant qu'on maximise celui-là, est-ce que le recouvrement secondaire est également stabilisant ou pas? Et donc ça vaut vraiment pas le coup d'avoir un recouvrement secondaire qui est stabilisant si on a notre recouvrement principal qui l'est pas. Et donc c'est vraiment cette petite mécanique qu'il faut avoir et qu'il faut bien comprendre. Ça peut éventuellement être pas évident, donc c'est pour ça que je vous invite à faire des schémas, même pas très beaux, ou juste vous représenter comme ça eh bien vos molécules les unes à côté des autres, et vous faites vos orbitales. Ça vous permet normalement, de manière assez visuelle, de capter si vous allez avoir un truc qui va être lié à un recouvrement positif ou pas. En tout cas, moi, ça m'aide bien. On a dit beaucoup de choses, c'est assez dense tout ce que j'ai fait là, ça fait quasiment 1 heure. Si jamais vous avez tout compris, bah, vous êtes trop fort. Et normalement, vous êtes à la fois parfaitement habile, être capable de faire tout sur Dilsander. Et en plus, vous avez gagné des connaissances assez importantes sur le contrôle cinétique, le contrôle thermo, et sur des modèles de réaction. S'il y a des choses qui ne me semblent pas claires, vous pouvez poser des questions bien sûr, j'y répondrai. Et puis bah, essayez de revoir ça ou essayez d'aller chercher d'autres sources qui parlent de choses similaires. Ça devrait vous servir à la fois pour résoudre des exos de Dilsander, ce qu'on a fait sur la fin, et à la fois pour comprendre plein de trucs de la chimie sur ce qu'on a fait un peu plus au début. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo un peu moins habituelle avec ce que je sors en ce moment. Mais bon, écoutez, il faut bien. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!